Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On vient de vivre une mini trêve, une période de 3 jours sans match. Et on va se l'avouer, ça a fait du bien à tout le monde. Pour les joueurs, pour se reposer, notamment des mecs comme DeRozan, Kobe White, qui sont parmi les leaders de la ligue en termes de minutes disputées cette saison. Des mecs comme Caruso qui ont des petites blessures à droite à gauche. 3 jours sans match, c'est quand même pas mal à cette période de la saison. Mais ça fait beaucoup de bien à nous tous aussi, hein, parce que là, honnêtement, on a encore vu de ces trucs sur les derniers matchs, c'est hors du temps. Dans la dernière vidéo où on venait de perdre face à Washington et j'avais pété un câble de manière légitime, hein, euh, j'avais dit en vidéo et sur Twitter et un peu partout que il allait falloir beaucoup plus qu'une victoire contre Indiana pour que je pardonne une performance aussi dégueulasse que celle qu'on a vue contre Washington et cette défaite-là il y a déjà 10 jours maintenant. Euh, on a battu Indiana. On a battu Indiana. D'ailleurs, c'est la troisième fois en 4 matchs qu'on les bat cette saison. Donc on a quelques match-ups qui nous réussissent bien dans ces confrontations-là. Mais quand je dis qu'on a une équipe de schizophrènes, ça fait 2 ans que je le dis, que tu sais jamais à quoi t'attendre d'un match à l'autre, que tu sais pas si on va être Charlie Gates ou si on va être Hank Evans. Si vous avez la référence, vous êtes vieux. Euh, là ce qu'on a vécu sur les derniers matchs, à ce niveau-là, en termes de schizophrénie, en termes de on sait pas ce qu'on fait d'un soir à l'autre, c'est quand même exceptionnel. Parce que donc on bat cette équipe d'Indiana. Donc bon, déjà Washington, tu perds. Ce qui est déjà dégueulasse. Indiana, qui est une équipe qui vise le top 6 à l'Est, tu les bats. Bon. Et en plus, pour la première fois de la saison, sur ce match-là, ils atteignent pas les 100 points. Donc, grosse performance défensive, etc. Ensuite, tu vas à Brooklyn, qui est en difficulté, qui a plein d'absents, euh, qui fait genre on est en lutte pour essayer d'accéder au play-in, mais on est un peu largué quand même. Faudrait vraiment qu'on gagne tout et que les autres perdent tout. Et ils te défoncent avec 25 paniers à 3 points sur ce match-là, pendant que toi t'en mets 9. Déjà, rien que ça, rien que ça. 25 3 points d'un côté, 9 de l'autre. Déjà, rien que ça, t'as envie de te cogner la tête contre un mur. Mais donc, tu perds ce match-là face à une équipe très très moyenne et diminuée. Et 2 jours plus tard, tu vas à Minnesota, qui est en lutte pour le premier spot de la conférence Ouest. Donc, quand même pas n'importe quoi, grosse équipe. Ils n'ont pas particulièrement d'absents à part Karl Anthony Towns. Et tu vas gagner là-bas avec une défense assez dingue tout le long du match, et notamment sur la fin, grâce en grande partie à un Alex Caruso absolument monumental qui a notamment très bien défendu en 1 contre 1 sur Anthony Edwards. Et sur la fin de match, voilà, on a réussi à forcer énormément de shoot de la part de Minnesota qui, il me semble, dans les cinq dernières minutes, ils ont fait 0 sur 6 à 3 points. Ils ont perdu 2 3 ballons. Enfin bref, sur la toute fin de match, on a vraiment fait des grosses différences défensivement. Et en plus, Caruso de l'autre côté, il te claque un incroyable 7 sur 8 à 3 points, record en carrière pour lui, etc. Il finit avec 21 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 interceptions. Et il rentre dans le top 25 de l'histoire des Bulls aux interceptions sur ce match-là. Donc, grosse victoire sur le parquet de Minnesota, une des meilleures équipes de la ligue cette saison. Puis arrive ce fameux match contre Atlanta, dont on parle depuis des semaines comme un match décisif qui peut changer la donne pour le classement, euh, pour garder la 9 place et faire en sorte que eux ne reviennent pas sur toi. Tu es à domicile. Atlanta, il leur manque plein de monde. Et bah tu le perds. Et bah tu le perds. Et ouais. Donc on a perdu contre Washington qui est nul à chier. On a battu Indiana qui est bien meilleur. On a perdu à Brooklyn qui est nul à chier. On a battu Minnesota qui est bien meilleur. Et on a perdu contre Atlanta qui est juste derrière nous au classement, qui était juste derrière nous au classement à ce moment-là. Donc voilà, il leur manquait la moitié de leurs gars à Atlanta. Et eux aussi, ils nous ont fracassé à 3 points. Ils ont fait 19 sur 40, dont 6 sur 6 pour un joueur tchèque personne ne connaît vraiment. Vite Krejci, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais enfin bref. Il nous a défoncé. Il a mis presque autant de paniers à 3 points à lui seul sur ce match-là que les Bulls, parce qu'on a fini avec un fabuleux 7 sur 28 à 3 points. Donc voilà. Où est la logique dans tout ça? Où est la logique dans tout ça? Quand je dis que cette équipe, c'est des schizophrènes, tu sais jamais à l'avance ce qui va se passer avec ces mecs-là. C'est quand même extraordinaire. Là, en termes d'opposition,
tu pourrais dire, tiens, celui-ci on va le gagner, celui-là on va le perdre. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est quand même extraordinaire, quand même. À ce niveau-là, sur 5 matchs de suite, alors que tu te veux ambitieux, j'ai pas envie de dire compétitif, pour la fin de saison, c'est quand même extraordinaire. Mais bon, on va pas revenir en détail sur chacun de ces matchs-là. Il y a néanmoins une constante qu'on peut retirer de tout ça, c'est Nikola Vucevic. Parce que c'est un peu une sorte de baromètre sur les derniers matchs quand même. Euh, dans les défaites, il est à 10 tirs maximum. Dans les victoires, il a 16 et 20 tirs. Donc pourquoi il y a une telle différence d'un match à l'autre ou quoi? Honnêtement, c'est très curieux. C'est très curieux. C'est difficile à expliquer véritablement. Si ce n'est par un déclin, si ce n'est par... ouais, je sais pas. Parce que ce qui est sûr, c'est que sachant que Kobe White est quand même pas à son top physiquement en ce moment, depuis qu'il est revenu de blessure, il est encore en recherche de son meilleur rythme, etc., de son adresse. Donc il y a eu du mieux sur les derniers matchs, mais bon, voilà, on a quand même besoin autour de DeRozan, autour de Ayo Dosunmu, que d'autres gars gèrent un peu le scoring. Et Vucevic, il est quand même là pour ça. C'est un vétéran, c'est un mec qu'on paye cher, euh, il défend rien du tout. Quand, fait au moins quelque chose en attaque, quoi. Et les soirs où il fait rien du tout en attaque, comme le match contre Atlanta, où il fait 5 points à 2 sur 7, mais il sert pas à grand chose, quoi. Sur tous les matchs là qu'on vient de citer, il s'est quand même bien fait bousculer, l'ami Vucevic, hein. Donc c'est quand même laborieux. C'est quand même laborieux. Comment tu veux compter sur lui? Et c'est un peu symptomatique des Bulls, quoi, l'irrégularité. Alors que Vucevic, la saison dernière, par contre, était un des mecs les plus réguliers de la saison régulière pour les Bulls. Cette année, quand il fait des bons matchs en attaque et qu'il prend genre 18-20 tirs et qui shoot à 55%, qui prend 15 rebonds, t'as une grosse chance de gagner. Mais par contre, s'il finit à 5 points à 2 sur 7 comme face à Atlanta, et ben tout de suite, tu es en grosse difficulté parce qu'il apporte rien offensivement. Et comme défensivement, il est mou comme un marshmallow. Ben voilà quoi. Donc, tout au long de la saison, on a parlé de son adresse et notamment à 3 points, qui a bien chuté. C'est une de ses pires saisons à 3 points en carrière dans les saisons où il a shooté avec un gros volume. Et même les shoots ouverts. Et c'est ça qui est le plus hallucinant. J'ai vu passer une stat qui est quand même assez effroyable. Euh, il est le deuxième joueur des Bulls qui a bénéficié le plus de tirs à 3 points ouverts. Ce qui est qualifié par la NBA comme shoot ouvert, où il n'y a personne à plus de 2 mètres de lui. À au moins 2 mètres de lui pour faire un contest, etc. Il en a tenté 260 cette saison. 260 shoots à 3 points où il est ouvert. Il en a mis 29,2%. Donc même quand tu le laisses ouvert, voilà, c'est pour ça que les défenses, elles viennent pas sur lui. Il reste sous le cercle et c'est pour ça qu'ils sont en avantage numérique pour récupérer le rebond. Et c'est pour ça que voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, Vucevic en ce moment, c'est un non-facteur absolu. Il apporte absolument rien et c'est terrible parce que tu sais que tu vas l'avoir pour 2 ans encore à 20 millions la saison parce que qui va vouloir nous le prendre? C'est toujours pareil, hein. Donc bref, du coup, les Hawks nous ont battus et après nous avoir battus sur ce match-là, qui les a bien rapprochés dans la course à la 9e place, ils ont égalé notre bilan en allant battre Détroit mercredi soir. Et du coup, après cette victoire-là, ça permettait à Atlanta d'égaliser avec les Bulls à 36 victoires, 40 défaites. On garde cette 9e place grâce au tiebreaker qu'on a sur Atlanta depuis le début de saison. Mais voilà, maintenant, en gros, il reste 6 matchs pour les deux équipes. Et il suffit, et quand je dis suffit, que les Bulls aient le même bilan qu'Atlanta sur les 6 matchs qui restent pour conserver cette 9e place jusqu'au bout. Entre parenthèses, cette 9e place qu'on a depuis le 8 janvier. On n'en a pas bougé depuis le 8 janvier. On n'est pas monté 8e, on n'est pas descendu 10e. On est 9e, collé 9e place depuis le 8 janvier. Bref. Donc voilà, les 6 derniers matchs pour nous, il y en a 3 face aux Knicks, dont celui de ce soir au United Center. Dimanche, on va à Orlando. Mardi, on reçoit les Knicks à nouveau pour le dernier match à domicile. Et on termine la saison par 3 déplacements à Détroit, Washington et encore les Knicks au Madison Square Garden. Okay. Pendant ce temps-là, Atlanta, eux, ils se déplaçaient à Dallas cette nuit, on va y revenir. Ils se déplacent à Denver leur prochain match. Ils ont 2 matchs à domicile face à Miami et face à Charlotte. Et ils terminent avec 2 déplacements à Minnesota et à Indiana. Donc voilà, il faut que sur ces 6 matchs-là de ces deux équipes,
les Bulls aient au moins un bilan similaire et on gardera cette 9e place jusqu'au bout. Sachant que le match est fini il y a quelques minutes et je l'ai regardé exprès, Dallas a battu Atlanta, ce qui fait que désormais Atlanta a un bilan de 36-41 et est donc derrière nous. Et il leur reste 5 matchs à jouer et nous en reste 6, dont 3 fois les Knicks. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler sur ça. Ceci étant, juste petite remarque sur le match de Dallas contre Atlanta. Là. Atlanta, dès que ça joue un peu physique face à eux, ils disparaissent. Quoi. Un peu comme nous. Quoi. C'est quand même pas les mecs les plus costauds du circuit. Mais nous, ils nous ont défoncé lundi. Quoi. Parce que nous, on était encore plus mous que eux. Donc voilà, alors que Dallas, ils ont été un peu plus physiques, un peu plus costauds. En deuxième mi-temps, Gafford et Derrick Jones Jr. ont claqué quelques dunks et tout. Ils se sont imposés à l'intérieur. PJ Washington a fait un gros match aussi. Dès que tu les bouscules un peu. Bon, après, ils étaient en back-to-back aussi à Atlanta, vu qu'ils étaient face aux Pistons la veille, mais voilà. Alors que nous, on n'a jamais été capable de faire ça. Sachant que c'est l'équipe qu'on va affronter au play-in, il faudrait peut-être se pencher sur ça. Et d'ailleurs, quand on les a battus plus tôt dans la saison, c'est quand on a été beaucoup plus solide que eux en termes d'impact physique, etc. C'est pour ça que un joueur comme Javonte Green va faire du bien, mais je vais revenir sur Javonte Green dans un petit moment. Pour parler vite fait du match de ce soir face aux Knicks, il n'y aura pas Julius Randle qui est blessé de longue durée. Depuis quasiment fin janvier, début février, il était blessé du côté des Knicks. Il est tenté de revenir, mais là il a fait une rechute dernièrement et ils ont annoncé hier qu'il allait devoir se faire opérer de l'épaule droite. Il va donc louper la fin de saison, les playoffs, etc. Donc pas de Julius Randle pour les 3 matchs qu'on va faire face aux Knicks dans les 10 prochains jours. Pas de OG Anunoby a priori ce soir, il devrait être absent. Après on verra pour les matchs d'après, mais il devrait, c'est pas encore garanti à 100%, mais il se pourrait qu'il manque le match de ce soir et voilà, on va voir ce que ça va donner en termes d'impact défensif chez les Knicks, même si on sait qu'avec Tom Thibodeau, ça va être de toute façon très très compliqué et ça va pas être des match-ups très très plaisants pour nous. Mais bon, on verra ça. Dans la série de matchs dont on vient de parler, les derniers matchs qu'on a fait, il y a eu enfin Javonte Green qui est retourné sur les parquets. Parce qu'on le disait dans la dernière vidéo, pourquoi le faire revenir si tu le fais pas jouer? Il est revenu et 3 jours après, 4 jours après, on avait disputé 2 matchs, il avait toujours pas retrouvé les parquets. Quel intérêt du coup? Donc cette fois-ci, il a bel et bien joué et d'entrée, impact immédiat. Immédiat. Le premier match qu'il joue, c'est le match contre Indiana. Et dès qu'il rentre en fin de premier quart-temps, tout de suite, interception, rebond, dunk, layup, boum, boum, il est partout, les 5 Javonte, tous à droite à gauche. Impact immédiat. Et même dans les autres matchs, dès qu'il est rentré en jeu, tout de suite, ça step up. Ça step up, il y a plus d'intensité, il y a des mecs qui courent, il y a plus d'énergie. Et voilà, on arrive à faire quelques bonnes différences. Il a eu des plus-minus absolument dingues en l'espace de 13, 15, 17 minutes sur le parquet. Donc c'est très 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 bon. Et donc il n'avait pas joué le match à Atlanta lundi, parce que pour des raisons personnelles. Mais ce jour-là était également le dernier jour de ses 10 jours, en fait, de son contrat de 10 jours. Et donc il était libre depuis lundi soir. Et les Bulls ont officialisé son retour ce jeudi, donc hier, pour un contrat pas de 10 jours cette fois-ci, mais jusqu'à la fin de saison. Parce que c'était la seule manière de l'intégrer au roster pour les play-in, voire les playoffs si jamais on y va. Parce que si on l'avait signé en contrat de 10 jours, il n'aurait pas été éligible pour disputer le play-in. Donc, pour qu'il soit éligible, il fallait qu'il signe un contrat garanti. Et pour ça, il fallait libérer quelqu'un pour lui faire de la place dans le roster, parce qu'on n'avait pas de spot disponible. Du coup, c'est Terry Taylor qui a été coupé pour lui faire de la place. Donc Terry Taylor qui était arrivé un peu à cette période-là, la saison dernière, en fin de saison, un peu après la deadline, et qui avait signé un two-way contract, qui avait fini la saison avec les Windy City Bulls, avant de signer un contrat garanti. Un petit peu la même chose qu'on a fait avec B-Team il y a quelques semaines. Et donc là, cette fois-ci, Terry Taylor a été libéré. Donc voilà, ça a été... on ne peut pas dire qu'on ait vu grand chose de sa part, hein, mais voilà. Donc, Javonte Green, au moins, on sait ce qu'il est capable de faire. Il a montré en plus que là, il était en bonne forme physique, parce que bon, il s'était quand même fait opérer du genou l'été dernier, et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait revenir. Mais là, il est quand même revenu en forme. Et puis, quand tu vois les dunks qu'il a mis face à Brooklyn,
il monte encore très très haut, il n'y a pas de problème. Hein. Javonte Green, ça a toujours été un mec très très bondissant et malgré son opération, il est encore là, quoi, clairement. On parlait de G-League. La saison de G-League du côté des Bulls, en tout cas, est terminée. Hein. Les Windy City Bulls ont terminé à une vilaine 13e place de leur conférence. Donc pas de playoff pour eux. Hein. Mais néanmoins, bah, il y a quand même quelques satisfactions à tirer de nos joueurs en tout et contract, notamment Adama Sanogo, forcément. L'intérieur malien qui a fini 12e meilleur scoreur avec 22 points par match. Deuxième meilleur rebondeur avec plus de 12 rebonds par match. Et qui a terminé aussi dans les 10 meilleurs euh, dans les 10 meilleurs joueurs à l'adresse au tir avec quasiment 60% au shoot, avec beaucoup de dunks, de claquettes après des rebonds offensifs, etc. Donc beaucoup de paniers à 1 mètre du cercle, grand maximum. Hein. Il n'a clairement pas beaucoup plus de range que ça. Il a tenté 2 tirs à 3 points dans toute la saison en G-League, et les deux avec les pieds collés au plancher, donc valait mieux assez vite arrêter l'expérience à ce niveau-là. Un qui a tenté énormément de 3 points, c'est Andrew Funk qu'on a fait venir, pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'il avait débuté la saison avec l'équipe affiliée des Denver Nuggets. Et il a terminé la saison avec 105 paniers à 3 points inscrits, ce qui le met dans le top 5 des joueurs qui ont mis le plus de paniers à 3 points cette saison en G-League. Sauf qu'il en a tenté beaucoup plus que d'autres, et que bon, il a quand même des pourcentages assez honorables. Hein, 36% à 3 points, c'est pas vilain. Mais voilà, il est 95e à l'adresse à 3 points cette saison en G-League, alors qu'il est dans le top 5 des joueurs qui ont mis le plus de paniers à 3 points. Donc le mec dégaine. Et bon, là, c'est pas toujours. Là, sur les derniers matchs, notamment, il y a eu quelques vilains 1 sur 8, 0 sur 7, des trucs comme ça. Donc c'était pas fameux. Après, voilà, les systèmes offensifs des Windy City Bulls, c'est quand même pas non plus extraordinaire. Donc voilà pour la G-League, on a fait un petit peu le point sur le classement. Et j'ai demandé sur Twitter si vous avez des questions à me poser. Et du coup, ben, comme on a un petit peu de temps, je vais répondre à tout ça. Donc on va chercher ça, on va essayer de répondre un petit peu du mieux possible. J'en ai eu quelques-unes, donc c'était plutôt sympa. Alors, par laquelle je vais commencer? Tiens, on va commencer avec Yostel8174 qui me dit le contrat de DeRozan, prolongé ou laisser partir. Alors oui, DeRozan va être en fin de contrat donc cet été. Mais le truc, c'est que moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça qu'il revienne parce qu'on n'a pas forcément vu de déclin de sa part. Il continue d'être extrêmement performant, toujours là dans les moments clutch. Euh, Il y a quelques matchs par-ci par-là où il va être un peu moins impactant au scoring, mais il va être capable de donner 8 passes décisives sur des drive and kick, etc. Euh, et ce qui, pour moi, est peut-être encore plus important que le reste de la part de DeRozan, c'est le leadership qu'il a sur les jeunes. On voit que des joueurs comme Kobe, comme Ayo, comme Dalen Terry sont tous, voilà, comme Patrick Williams aussi, sont tous assez proches de lui. Ils apprécient son leadership, les conseils qu'il donne, etc. Ils sont allés s'entraîner avec lui en Californie pendant les étés aussi. Donc il y a ce côté vraiment, voilà, je prends les jeunes sous mon aile, j'essaie de leur donner un max de conseils, de les aider du mieux que je peux. Et comme il a encore le niveau pour jouer, j'ai pas vraiment personnellement de problème à le voir revenir. Maintenant, est-ce que... Enfin, ça va dépendre de la durée, ça va dépendre du montant. Si tu me dis, DeRozan, il revient pour... là, il touchait 28-29 millions cette saison. S'il revient sur des sommes similaires, c'est quand même. Enfin, après, c'est pas moi qui fais les comptes, c'est pas moi qui paye, etc. Je m'en fous. Mais bon, on a déjà Zach LaVine, DeRozan, pas DeRozan, Zach LaVine et Lonzo Ball qui coûtent énormément d'argent alors qu'ils jouent pas. Et qui du coup bloquent un peu les comptes. Donc ça va être compliqué parce que si tu regardes de manière un peu plus globale, si les Bulls décident, et en plus, quand tu écoutes le discours des dirigeants, ça prend cette direction-là, décide de revenir avec la même équipe, c'est-à-dire refaire revenir DeRozan, essayer de garder André Drummond, etc. Euh, Rien qu'en gardant les mêmes joueurs, mais avec des nouveaux contrats, parce qu'il y a aussi une qualifying offer pour Patrick Williams, etc., ça va mettre les Bulls au-dessus du salary cap et ils vont devoir payer la taxe pour la même équipe, qui va donc lutter pour la 9e place toute l'année comme on l'a fait cette année.
Est-ce que ça vaut le coup? Les Bulls, apparemment, pour eux, c'est ça être compétitif. Donc voilà, ça, c'est toujours compliqué. Il y a toujours une marge assez conséquente entre ce que la franchise pense qui est bon et ce que les fans aimeraient avoir. Il y a un écart qui est quand même assez sidérant dans plein de franchises, hein, mais chez les Bulls, c'est quand même assez hardcore. Moi, perso, encore une fois, DeRozan, s'il revient, mettons, tu me dis un an plus un an en option à, je sais pas, 20 millions la saison, ça me va. Ça me va. Après, il faut aussi anticiper aussi qu'est-ce que veut faire DeRozan. Est-ce que lui veut revenir? Est-ce que lui veut pas peut-être aller signer aux Clippers pour moins cher, mais peut-être s'offrir une chance voilà, dans une équipe qui sera plus un contender que les Bulls? Parce que est-ce qu'il veut vraiment être intéressé à rester aux Bulls et jouer la 9 place? Parce que là, si on fait revenir cette équipe-là et que du coup, on va pas vraiment recruter parce qu'on n'aura pas de finances pour ça, bah ça va être la même équipe, quoi. Donc, et du coup, ce sera la même chose. On va continuer d'être 9 toute l'année et puis on devra s'en contenter, on n'aura que ça à faire. Donc à moins d'un trade de Zach LaVine, etc., qui serait le premier domino d'une série, mais enfin, on faut, là, comme ça me paraît. Enfin, on va voir comment ça va se passer d'ici là, comment on va terminer la saison, mais si Arturas Karnišovas et Marc Eversley arrivent à te dire en fin de saison que on a bien aimé ce qu'on a fait, on est compétitif et du coup on va continuer avec ça, ça va être difficile à encaisser quand même. Ça va être très très difficile à encaisser. Et ça me permet de rebondir sur une autre question que j'ai eue de Jean Savelli. Si Arturas Karnišovas est toujours en mode continuité, mais qu'il faille changer un seul joueur du Big Three, qui ce serait pour toi? Donc soit Vooch, soit DeRozan, soit Zach LaVine. Là j'ai envie de te dire Zach LaVine parce que c'est celui qui a été très décevant cette saison en termes d'attitude. Tu le voyais dans les matchs qu'il jouait en début de saison, qu'il se traînait, qu'il n'avait pas envie d'être là, qu'il réclamait son trade, qu'il n'en avait rien à carrer. Donc pour moi, lui, il peut dégager, il n'y a aucun problème. Il peut, et j'espère même qu'il va le faire. Merci Zach pour les années précédentes, mais depuis les 7-8 derniers mois, tu peux te barrer, il n'y a aucun problème. Maintenant, en termes de, voilà, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, il y a une dizaine de minutes, Vucevic, en ce moment, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Le problème, c'est que qui va venir nous chercher Vucevic? Quelle équipe va dire ah ouais, nous on veut bien vous le prendre? Donc déjà, Zach LaVine, ça se bouscule pas au portillon alors qu'il est encore un peu plus jeune et que voilà, même s'il y a le contrat etc. Mais Vucevic, ouf, je suis pas persuadé que les Bulls cherchent à s'en débarrasser, mais s'ils y arrivent, chapeau. Ah, franchement, moi je suis pas contre un départ de un de ces deux-là ou des deux. De Rosanne, voilà, comme on disait, ça me dérange moins s'il reste. Après, ça dépendra le tarif, mais encore une fois, c'est pas moi qui paye. Euh, une autre question de Jean Savelli. Billy Donovan est-il le coach qu'il nous faut? Si oui, pourquoi? Et sinon, qui serait le bon coach? Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut développer là-dessus. Est-ce que Billy Donovan est le bon coach pour les Bulls? Oui. En tout cas, du point de vue de la franchise. Pour eux, ils sont hyper contents de Billy Donovan. Il fait pas de vagues, il ouvre pas sa gueule, c'est pas Tibbs qui monte les joueurs contre la direction, parce qu'à l'époque de Tom Thibodeau, c'était nous contre le reste du monde, et le reste du monde, c'était le bureau en haut où il y avait Garpax, quoi. Donc c'était la guerre en continu. Là, tout le monde est content, tout le monde se fait des câlins, des bisous, tout le monde s'apprécie, tout le monde s'adore. On est 9ème, c'est génial, on est compétitif, tout va bien. Donc pour les Bulls, un coach qui fait pas de vagues, etc., c'est nickel. Après, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une marge assez conséquente entre ce que la franchise pense qui est bien et ce que nous, on aimerait. Donc là clairement, il y a... Là, tu vois, là, ça se cogne quand même. Euh, quel coach serait idéal? Après, c'est toujours à l'appréciation de chacun. Est-ce que tu préfères un coach qui prône un jeu offensif? Est-ce que tu préfères un coach qui a des méthodes un peu plus défensives? Enfin, voilà, est-ce que c'est un coach qui est capable de s'adapter par rapport au roster qu'on lui donne? Parce que y a beaucoup de coachs en NBA qui font en fonction de leur méga star, quoi. Tu regardes Jason Kidd, je pense que c'est un bon exemple. Quand il avait Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, il faisait pas évoluer son équipe de la même manière que maintenant à Dallas avec Luka Doncic, parce que c'est pas des profils similaires, etc. Même si dans les deux cas, défensivement, bon, surtout à Dallas. Mais enfin voilà,
Je sais pas, il y a des coachs comme ça, ou est-ce que tu préfères des coachs avec plus de tempérament, des mecs tu vois, qui montrent un peu de hargne, qui gueulent, ou des mecs comme Donovan, quoi qu'il se passe devant lui, il est comme ça, il mâche son chewing-gum, il est là, il bouge pas, il dit rien. Là, il y a des mecs comme les deux trois fois là, dernièrement où ça s'est un peu frité, lui il bouge pas, les autres ils sont autour de lui, ils s'agrippent par le cou et tout, et l'autre il est là. Donc voilà, c'est une question voilà, est-ce que notre coach doit être un flanc, est-ce que notre coach doit être un dur, quel style de jeu, voilà, c'est toujours à l'appréciation de chacun. Moi personnellement, bon, j'aimerais bien qu'on soit un peu meilleur défensivement, surtout dernièrement, là ce qu'on fait, ça m'horripile au plus haut point. Et je pense qu'on aurait le personnel pour faire, on a le personnel pour faire mieux que ça défensivement. On l'a prouvé par séquence, donc voilà, c'est une question de continuité. Mais je pense que Billy Donovan, il est très dans le style je veux pas froisser mes joueurs, oh là là, oh, faut surtout pas leur dire qu'ils sont mauvais, qu'ils sont nuls, qu'ils font pas ça bien, parce que voilà, ça les froisse. Donc il est très dans le management, tu vois, alors que tactiquement, il y a quand même de grosses limites. Donc, ouais, j'ai du mal, j'ai un peu de mal à la longue avec tout ça. Après, quel coach serait idéal? J'en sais rien, honnêtement. Tant qu'on récupère pas un Doc Rivers ou quoi, moi ça- non, honnêtement, je sais pas, je suis en train d'essayer de voir un peu à droite à gauche comme ça, mais hmm, dans les mecs plausibles, quoi, parce que je vais pas te sortir un Greg Popovich ou un Eric Spoelstra, parce que voilà. Mais ouais, je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais juste un profil un peu plus, tu vois, un peu plus hargneux qui met les joueurs devant leurs responsabilités plutôt que de toujours leur trouver des excuses, ce serait quand même pas mal aussi. Euh, Autre question. Comment pourrons-nous remplacer Caruso le jour où il partira? C'est une question de Ryan 59. On pourra pas, parce que Caruso a tellement un profil atypique que il fait tellement de différence. Et là, je l'ai même dit sur Twitter il y a quelques jours, parce que les Bulls ont lancé une campagne sur Twitter pour faire de Caruso un des first, un membre de la première équipe défensive, hein, avec plein de stats défensives qui jouent en sa faveur. Et clairement, bah, on se rend pas compte de l'impact qu'il a, quoi. Défensivement, pour attraper les conneries à droite à gauche des autres, quoi. Et ça, c'est clairement, le jour où on le perd, lui, ça va être très compliqué de trouver un gars équivalent. Je pense qu'il vaudra mieux essayer de chercher un ou deux autres profils, bons défenseurs. Un mec comme Matisse Thybulle, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas du même niveau non plus. Donc ça va être très compliqué de remplacer Caruso, surtout à un contrat où il va toucher 10 millions par saison, quoi. Parce que Caruso, il a quand même un contrat extrêmement sympa. Et pour rebondir, pour aller sur la dernière question que j'ai reçue, et je vais faire très vite parce que j'ai très peu de temps encore sur la vidéo, faut-il construire autour de Kobe et du MVP Ayo? Ça, c'est Seb Boulette. Coucou à toi. Euh, Deux autres gars qui ont un très bon contrat pour nous et sur les prochaines années aussi, donc ça fait plaisir. Construire autour, je pense pas. C'est pas des mecs qui ont des profils de franchise player ou qui en sont pas encore à ce point-là, et je pense pas que ça arrivera. Ça va être des très bons joueurs qui vont être très utiles. Ça peut être ton backcourt titulaire pour l'avenir, Ayo et Kobe. Ça peut être ton arrière et ton meneur titulaire pour les prochaines années. Mais je pense qu'il faut des mecs d'un calibre supérieur autour d'eux pour que la franchise vraiment monte et soit capable d'être beaucoup plus compétitif que ce qu'on veut nous faire croire, quoi. Parce que là, si on est compétitif maintenant, c'est quand même triste. Mais c'est des très bons joueurs qu'on a sur les prochaines années, sur des contrats euh, qui sont favorables, en tout cas voilà, pour les Bulls. Il faut en profiter et bien les entourer, mais je pense pas que ce sera les numéros un et 2 du futur des Bulls, quoi. Sinon, s'ils le sont, en tout cas, je pense pas qu'on sera capable d'être extrêmement compétitif. Donc voilà. Voilà, c'était sympa pour les questions. Merci de les avoir posées. J'essaierai de refaire ça, surtout que là, comme on va bientôt avoir la saison qui se termine, il faudra occuper un petit peu pendant l'été. Donc, on pourra essayer de se refaire ça par-ci par-là. Et puis voilà, on discutera d'un petit peu tout ça. Donc, Knicks ce soir. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour bah, peut-être d'autres questions. Et puis, débriefer, je l'espère, une ou deux victoires par-ci par-là. Ce serait quand même pas mal du tout. Allez, ciao, ciao. Et à très bientôt, Go Bulls.